Donc pour ceux qui nous connaîtraient pas ou qui auraient pas fait les webinaires précédents, Clara et Olivier, donc Société Stratagro, et on va aborder ensemble sur une petite heure qui vient. On va essayer de faire en moins d'1 heure, c'est l'objectif, plutôt 45 minutes. Essayer d'aborder l'ensemble des marchés, des céréales, des oléagineux, des engrais. Et avant tout, on va commencer par un point macroéconomique, puisque dans les fondamentaux, c'est important et encore plus actuellement. Donc on commence directement dans le vif du sujet. On va essayer de pas trop rentrer dans les détails techniques, mais plus voir qu'est-ce qui peut impacter nos marchés et qu'est-ce qui les impacte déjà. Donc on s'est concentré là sur la zone euro, donc l'Europe, et on a sur le graphique que vous pouvez voir les bénéfices les bénéfices et les chiffres d'affaires des entreprises européennes par rapport à 2018. Donc, avec la reprise post-Covid, toutes les entreprises globalement ont fait des bons résultats, donc des bons chiffres d'affaires et des bons bénéfices. Mais par contre, là, les estimations montrent qu'en 2023, avec la crise économique qu'on connaît, dont on parle tous les jours aux infos, les chiffres d'affaires et les bénéfices vont être bien plus compliqués que l'année qu'on vient de vivre. Donc, forcément, les entreprises vont être un peu moins à l'aise pour cette année et ça va être plus compliqué. Donc, c'est des choses qu'on sait, mais là, on a les chiffres qui commencent à arriver. Donc, il faut le garder en tête que cette économie va venir peser sur les marchés. Directement en lien, on a l'inflation. On va passer le Oui. diapo. L'inflation de la zone européenne, donc avec 9% d'inflation estimée pour l'année 2022. En France, c'est pareil, on est à 6%, donc c'est un peu moins élevé, mais ça reste des taux d'inflation importants. Donc pareil, ça impacte forcément sur le chiffre, sur le pouvoir d'achat des Européens. Et la réponse à ça, qui va nous impacter nous directement sur nos marchés, c'est l'inflation, c'est l'impact sur la parité euro-dollar, donc la force de l'euro par rapport aux monnaies extérieures. Donc si on met la courbe de la parité, vous allez voir tout de suite. Voilà, donc ça c'est la parité de l'euro face au dollar depuis 1999, donc depuis 25 ans, 24 ans. Aujourd'hui, on voit que la parité elle a baissé, on est passé en dessous des 1,06 aujourd'hui. On reste dans des valeurs moyennes, même si on est dans des valeurs pas forcément réjouissantes au vu de ce graphique, parce qu'on a atteint les 1,60 en 2007-2008, par là où l'euro avait une vraie force. Donc c'est là où viennent jouer les taux de la BCE et de la BCE qui vient augmenter ses taux directeurs, c'est pour remonter cette parité et redonner de la force à l'euro. Aujourd'hui, l'impact pour nos céréales, c'est notre compétitivité à l'export. Donc là, on vous a fait un exemple de calcul pour un blé qu'on mettrait à 300 € sur le marché, donc pour le commerce international. Si on le met sur le marché avec une parité à 0,95, il va arriver en dollars à 285 $ tonne, donc on va être assez compétitif. Par contre, si la parité, donc là on a pris le plus haut à 1,65, si la parité est à 1,65, on va arriver à un blé à 495 $ sur le marché. Donc cette parité, elle va vraiment venir impacter notre compétitivité à l'export. Donc c'est pour ça qu'on la surveille tous les jours. À savoir que forcément, c'est l'inverse. Notre compétitivité à l'import, donc notamment pour les engrais, va être améliorée quand on va avoir une parité qui augmente et puis diminuer quand on va avoir une parité qui baisse. Juste, Clara, je te coupe une petite seconde. On ne l'a pas précisé. Vos micros sont coupés pour qu'il y ait le moins de bruit possible environnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte message. Soit on y répond tout de suite, soit on reviendra à la fin. Mais on a oublié de le préciser. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la messagerie. Dernier point sur cette parité, c'est toujours par rapport au pouvoir d'achat, mais là, c'est au pouvoir d'achat de nos acheteurs habituels. Donc là, par exemple, on vous a mis la parité euro face à la livre égyptienne. Vous l'avez peut-être croisé dans notre Stratinfo récemment. Mais on voit que la monnaie égyptienne s'est écroulée depuis 1 an maintenant.
Et l'impact direct derrière ça, c'est que en 2022, en mars 2022, quand on leur vendait, pour le même exemple, un blé à 300 euros, eux, ils devaient débourser 5000 livres égyptiennes pour l'acheter. Aujourd'hui, ils doivent en débourser 9700, presque deux fois la valeur qu'ils avaient il y a un an. Donc forcément, leur pouvoir d'achat est abaissé. Et le risque derrière ça, c'est que si tous nos acheteurs habituels commencent à voir leur monnaie se dégrader par rapport à l'euro, leur pouvoir d'achat va baisser pour tout le monde et nous, en tant que vendeurs, on devra forcément s'adapter et adapter nos prix à la baisse. Donc ça, c'est plutôt un point à surveiller et qui peut être baissier sur le court terme, moyen terme. Dernier point économique important qui va nous amener directement sur la suite, on va se concentrer sur le conflit Russie-Ukraine et l'impact sur l'agriculture. C'est le PIB de la Russie. Plus globalement, la santé économique de la Russie. Donc, on entend beaucoup parler des sanctions européennes et des sanctions de l'OTAN envers la Russie pour affaiblir son économie et puis limiter sa richesse, notamment pour sa guerre, mais globalement pour les mettre en difficulté et puis avoir plus de puissance par rapport à eux. Ce que nous dit Poutine de son côté, c'est que tout va bien. Et puis d'ailleurs, si on regarde le petit graphique en haut à droite, on voit que c'est la parité rouble-euro. On voit que le rouble est revenu sur des valeurs moyennes historiques. Par contre, si on regarde le PIB et puis le PIB estimé pour l'année 2022 et puis l'année 2023, on voit qu'on va arriver cette année 2022 au niveau de 2018, alors qu'on avait dépassé l'année dernière en 2021. Et puis, pour l'année 2023, les estimations vont de -2 à -5% par rapport à 2018. Donc, finalement, ça prend un peu de temps, mais leur économie est bien impactée et touchée. Donc, le risque derrière tout ça pour nos marchés, encore une fois, on va essayer de se reconcentrer là-dessus, c'est que eux, ils veulent faire du commerce pour faire marcher leur économie, tout simplement. Et en céréales, entre autres, ils ont une offre énorme et ils vont être prêts à faire baisser les prix pour avoir finalement du chiffre d'affaires et puis faire du business à l'international, pardon, pour faire fonctionner leur économie. Donc là, pareil, c'est un vrai risque que eux abaissent leur prix pour être compétitifs et puis être les premiers sur le marché. Voilà pour le point macroéconomique. On est passé assez vite, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qui pèse sur les marchés avec une économie mondiale globalement qui tourne au ralenti cette année et qui n'est pas annoncée à reprendre beaucoup de vigueur pour les quelques années à venir. Donc ça va vraiment peser sur le moyen long terme. Exactement, et l'Europe, encore ces jours-ci, disait que la France et l'Europe disaient, ça se voit peut-être pas bien, mais les sanctions vont peser sur la Russie. Donc c'est toujours une volonté, tout ce qui a été mis en place, c'était la volonté d'affaiblir entre guillemets la Russie, et on nous dit que pour l'instant, tout ce qui est mis en place devrait y arriver, et c'est vrai que quand on voit ces éléments, a priori, il y a quand même des choses qui se passent. Puisqu'on était sur la Russie, on va, avant d'attaquer les cultures les unes après les autres, on va commencer plutôt par un point peut-être mer Noire. On est 23 février, on l'a pas fait totalement exprès, mais si on avait voulu prendre moins de risques, on aurait peut-être pu le faire au 27 février, après la date d'anniversaire qui est demain, en l'occurrence, triste anniversaire puisque c'est une guerre, mais anniversaire de la guerre, donc pile poil le an que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Et vous avez sur cette carte ici, bon, c'est assez connu, ça évolue assez peu depuis quelque temps. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a des choses qui se passent actuellement et que chacun essaye de reprendre du poids, du pouvoir. Et mardi dernier, dans son discours annuel, Poutine a confirmé ou reconfirmé qu'il voulait prendre l'entièreté de l'Ukraine. Donc son objectif affiché, encore confirmé mardi, c'est mettre la main sur la totalité de l'Ukraine, ce qui était plus ou moins pas très clair au départ. Là, ça semble beaucoup plus clair. Voilà, donc cette guerre est en place, c'est très clair. Ce qu'on voit, c'est entre-temps une montée en puissance du conflit et l'OTAN, les différents membres de l'OTAN qui se positionnent au fil du temps
Et d'ailleurs, j'allais dire, les autres membres se positionnent aussi. Au début de la guerre, personne ne voulait dire vilain Poutine ou gentil Zelensky. Là, on commence à avoir des choses très claires qui se dessinent. Ça, j'espère qu'on n'ira bien sûr pas à une guerre mondiale, mais en tout cas, si c'était un jeu, chacun est en train de mettre ses pions et chacun est en train de prendre part à un côté ou à l'autre. On le voit clairement, et avec quelques pays qui restent assez prudents et assez neutres pour l'instant. Donc on les voit notamment en jaune hein, sur cette carte, avec pas de condamnation explicite sur la position de cette guerre. Donc ça veut dire aussi, c'est souvent aussi des pays qui ont des gros enjeux financiers, des gros enjeux agricoles aussi, des besoins en engrais par exemple pour l'Inde, avec des choses qui sont très tranchées pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Si vous suivez les infos, vous en entendez parler assez souvent. Et notamment la Chine, hein, qui a plutôt confirmé son côté russe, entre guillemets, ces derniers jours, avec la visite notamment d'un ambassadeur, c'était ce matin, je crois, pas plus tard ou hier soir, voilà, non, ce matin, la visite, qui a confirmé ces éléments-là. Si on reste sur l'Ukraine, donc sur le bassin mer Noire, ce qu'on voit quand même, et ce qui est important, on reviendra tout à l'heure sur les exports un peu plus dans le détail. Des ports d'Odessa, vraiment en Ukraine, Constantin en Roumanie, mais qui sert à faire de l'expédition pour l'Ukraine, et donc Novorossiysk pour les Russes. Ce qui est assez clair, c'est que au détroit, à la Turquie, puisque tous les bateaux sont contrôlés depuis le départ du corridor, et donc les Ukrainiens ont à peu près 2,5 bateaux par jour qui passent. C'est pour ça qu'ils souhaitent avoir des bateaux les plus gros possibles, parce que qu'ils soient petits ou gros, c'est 2,5 bateaux par jour. Et ce qu'on voit clairement, c'est que les Russes, alors on a du mal à avoir ce chiffre côté russe, mais les Russes passent beaucoup plus de volume que les Ukrainiens. Il y a très clairement un écart qui est fait. Et on sait que les Turcs, quand même, globalement, sont plutôt côté russe que côté ukrainien. Voilà, ils s'en sont pas cachés. Tant qu'on est sur les exports ukrainiens notamment, vous avez ici sur ce graphique, qui date du 15 février, donc qui est quand même assez récent, le corridor des exports de grains depuis l'Ukraine, avec différentes choses, hein. Vous avez en couleur le sombre et que vous retrouvez ici, donc avec la Chine en tête, l'Espagne, la Turquie, l'Italie, pour ne citer que. Donc tous ces pays ont acheté et donc ont reçu des grains de la part de l'Ukraine. Donc on voit qu'il y en a une part qui est partie assez loin en Chine, une autre part est allée pas très très loin, et notamment en Italie et en Espagne, ce qui pose quand même de sérieux problèmes en termes de commerce, alors qu'on ne voit pas forcément sur les marchés Euronext, mais quand on est sur le physique, on voit que aussi bien sur l'Italie que sur l'Espagne, il y a une concurrence de l'Ukraine qui est très forte, et notamment avec des prix relativement agressifs, et avec une décorrélation parfois entre un Matif qui tient bien, enfin, qui tenait bien ces derniers temps, et des positions physiques assez dures à tenir, liées notamment à ce blé ukrainien qui est parfois assez agressif. Et quand on parle de maïs, vous le retrouvez ici, en fait, 54% de ceux qui a été exporté est du maïs, et 32% est du blé. Voilà, je regardais les chiffres qui étaient un peu plus gros sur l'autre page. C'est les deux cultures principales qui ont été exportées auprès, ici, de ces différents pays. D'accord. Ce qu'on voulait aussi vous montrer ici, c'est on a une totale production de l'Ukraine qui était en récolte 22 à 54 millions, à comparer à 86 millions en 2021. Et on a ici une projection, donc 2020, 2021, récolte 21, récolte 22 et projection sur récolte 23. On sait aujourd'hui que, on l'avait déjà dit dans le précédent webinaire, on sait qu'on a grosso modo 60% uniquement des blés qui ont été semés, 3,8 millions probablement, moins de 4 millions.
Donc, c'est assez logique que la projection soit quand même beaucoup plus basse. Et on a des exportations qui aujourd'hui, grosso modo, jusqu'au 20 février sur la campagne 22-23, représentaient à peu près 30 millions de tonnes, c'est-à-dire grosso modo 30% de moins que la campagne d'avant. Donc on voit que les Ukrainiens exportent, ont beaucoup de résilience, mais c'est quand même très compliqué, pardon. Ils arrivent à exporter actuellement autour de 3 millions de tonnes. Donc on va vous afficher ici les exports ukrainiens de blé sur les différents mois, récolte 20, récolte 21 et en trait bleu la 22, ceux qui sont en train de faire actuellement. Et la même chose pour le maïs. Et donc globalement, on est sur 3 millions de tonnes par mois, sachant que d'ordinaire, c'est plutôt 6 millions qui devraient faire. Et dans les demandes qui ont été faites récemment de l'Ukraine d'ailleurs c'était hier, hein, ni plus ni moins, suite au discours de Poutine, la demande de l'Ukraine c'est de dire il nous faut le corridor au moins sur un an à venir, et on veut aussi le port de Mykolaïev. Et pourquoi Mykolaïev? Puisque c'est une structure qui est capable d'exporter aussi une quantité importante, et donc il se projette sur 6 millions sans Mykolaïev et 8 millions avec Mykolaïev contre 3 millions aujourd'hui. Donc on voit quand même que oui, les Ukrainiens exportent, mais ils exportent plutôt au ralenti aujourd'hui et ils auraient vraiment besoin de l'ensemble des ports pour accélérer, et bien sûr que ça se fluidifie aussi également au passage en Turquie. On va comparer du coup forcément à leurs opposants officiels, la Russie. Donc eux, pour regarder rapidement, donc vous voyez sur ce graphique l'historique de leur production par année, l'estimation de la production 2022-2023 qui varie entre 92 millions de tonnes pour des estimations USDA et puis 100-104 millions de tonnes pour des estimations russes. Bon, la différence entre les deux, c'est une partie de grains ukrainien qui est comptabilisée à droite et pas à gauche, forcément. Mais n'empêche que ce delta est quand même important et va être à suivre dans les jours à venir, enfin dans les semaines à venir, quand on aura les résultats plus précis. Mais ils arrivent avec une récolte qui a inondé le marché, donc qui explique aussi leur concurrence forte en ce moment. Pour la récolte prochaine, on a des premières estimations, donc on est très en avance pour savoir les résultats exacts, mais on annonce 85 millions de tonnes à peu près, ce qui fera partie des grosses productions. Ce sera moins que cette année, mais ça fera quand même partie des productions historiquement élevées. Donc ils vont réarriver avec encore de la marchandise à mettre sur le marché. Et puis si on regarde justement la marchandise qu'ils mettent à l'export pour cette campagne, on va avoir donc ici les exports, pareil que pour l'Ukraine, les exports mois par mois qu'ils font depuis le début de la campagne 2022, à comparer à ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, puis la moyenne des 5 dernières années en noir. Donc on voit qu'en début de campagne, ils ont ralenti leurs exports par rapport à leur historique. Mais là, comme le disait Olivier, eux, en blé, ils arrivent à exporter. Donc, le corridor fonctionne assez bien pour eux. Ils exportent aussi à l'est, vers la Chine, etc., où il n'y a pas besoin du corridor. Et ils sont aux alentours de 4 millions de tonnes exportées par mois. Et donc, c'est aussi, enfin, c'est expliqué par ce corridor qui fonctionne bien. Et puis, des prix ultra concurrentiels de la Russie sur le marché international aujourd'hui. C'est eux qui remportent tous les appels d'offres. On verra un dernier exemple d'appel d'offres là en blé juste après. Enfin, ils remportent vraiment tous les appels d'offres internationaux en ce moment. Alors, juste, est-ce qu'on peut juste nous confirmer que vous voyez bien notre écran? Parce que je reçois un SMS me disant on ne voit pas votre écran. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous voyez notre écran? Écran OK. On vous entend. Bon, parfait. On vous entend, mais on ne voit pas l'écran. Son OK. Bon. Ceux Moi, qui je ne voient vois pas, il faut l'écran. peut-être relancer le. Ouais, le rafraîchir l'affichage. peut-être ou relancer. Enfin, nous, il est bien entouré de rouge, donc pour nous, c'est OK. Ah, pas d'écran. On va essayer, je pense, de relancer. Je vois que ça en termes informatiques, techniques. Tout OK, tout OK. Bon, plusieurs nous confirment tout OK. Donc, pour nous, de notre côté, ça semble OK. Pas d'écran. Bon.
Alors, juste, c'est pareil, on a oublié de le dire en introduction, on enregistre, on enregistre le webinaire, pardon, on le mettra sur YouTube. Si c'est pas demain, ça sera lundi prochain, le temps qu'il s'enregistre, mais on l'enregistre sur YouTube et on vous fera parvenir le lien pour le visionner, revisionner et le partager si vous souhaitez le partager. Donc, pour ceux qui ont quelques soucis techniques ce soir, on vous donnera accès à ces éléments. On a fini avec le tour macro mer Noire, on va dire. On va essayer de rentrer donc sur le blé. Alors, on en a déjà parlé, hein, bien entendu, mais on va quand même essayer de regarder dans sa globalité où est-ce qu'on en est sur le blé aujourd'hui. Ça, ce sont les chiffres USDA donc de février, hein, le dernier rapport USDA. Donc, on a de la conso à 780 millions de tonnes, une production à 783. Donc, on est toujours déficitaire par rapport. On va consommer plus qu'on ne va produire, mais les derniers rapports ont plutôt, comment dire, détendu. Voilà, et notamment sur les derniers rapports, notamment ça vient plutôt en fait d'une conso qui a baissé et donc on a plutôt détendu. C'est pour ça que ça c'était la position de novembre et on est plutôt ici aujourd'hui vraiment partagé entre tendu et lourd. Donc cette situation tendue qu'on avait, c'est un peu détendu clairement ces derniers temps. Sachant que les derniers chiffres, quand même, parlent d'une production revue à la hausse, une conso légèrement revue à la hausse, mais on a un sentiment d'une conso qui peine quand même mondialement à être là par de la grippe aviaire, par baisse de conso globale. Si on regarde au niveau de l'Europe, vous avez ici les exports de blé et les exports d'orge fourragère. On a ici, alors la partie jaune, c'est un historique hein, entre 2017 et 2022. Donc on voit qu'au niveau de l'Europe, on a depuis le mois de juillet, on a exporté toujours plutôt un peu plus que l'historique, le trait rouge. Et là, bah, on arrive, on coince un peu, on arrive et très certainement qu'on va rentrer dans l'historique finalement. Donc rien de très inquiétant. Voilà, donc c'est juste que à un moment on va rentrer dedans et puis on va finir tranquillement la campagne. On n'a plus l'avance qu'on avait. Sur l'orge, c'est totalement différent puisque on a toujours été dans la moyenne et on est relativement bas et on pourrait baisser encore. Donc ça, c'est quand même relativement inquiétant. Et si on zoome sur la France, donc vous retrouvez le blé tendre et l'orge au niveau de la France, nous avons fait une super campagne d'exportation sur les premiers mois. On est monté très rapidement autour des 8 millions de tonnes, sachant qu'on a un objectif à 10. Et j'allais dire tant mieux, parce que depuis quelque temps, on a du mal à se positionner. On va le voir après, on a du mal à être concurrentiel. Et du coup, on voit que ça stagne. Et bon, l'objectif à 10 sera probablement atteint, mais péniblement. Donc on était très haut par rapport à l'historique 2014-2022. Il y a des chances qu'on rentre dans cet historique relativement rapidement. Sur l'orge, un peu comme au niveau de l'Europe, hein, très calme dès le départ, très peu de demandes. Heureusement, les Chinois sont venus chercher quelques bateaux, sont en train de charger quelques bateaux d'orge fourragère, ce qui devrait faire monter probablement un peu cette courbe, mais on reste malgré tout assez bas, assez faible sur les exports d'orge. Donc la dynamique en blé, elle y était, elle se calme. En orge, elle n'a jamais existé sur la campagne. Et en parlant d'export, Donc voilà, là vous avez le dernier appel d'offres en date de l'Égypte. Donc on a eu ces chiffres aujourd'hui qui montrent en fait la place finalement des pays sur le marché concurrentiel international. Donc le plus cher, c'est notre bateau français qui a été proposé aux Égyptiens à 340 $. Sachant que la Russie, donc le plus concurrentiel, a proposé des bateaux à 317 $ par tonne. Donc c'est un écart quand même de 24 $, donc, soit 22 € à peu près avec la parité actuelle. Ça montre déjà d'une part qu'on n'est pas concurrentiel du tout face à la Russie
Et globalement, face à beaucoup de pays exportateurs, Bulgarie, Roumanie et Ukraine ici qu'on peut voir, qui ont répondu à cet appel d'offres, on est les plus mal placés finalement. Donc ça explique pourquoi on ne vend pas énormément en ce moment à l'international. Et deuxième point, ça explique aussi pourquoi ces deux, 3 derniers jours, on a perdu une quinzaine d'euros parce que finalement, on avait 20 euros de trop par rapport au marché international, ce qui explique que le Matif s'est rabaissé au moins cher qu'il y avait au dernier appel d'offres en date. Donc, voilà pour la partie. On voit juste, si je peux me permettre bon, il y a ce qui a été acheté, hein, mais on voit tout simplement, il suffit de regarder l'appétit russe, qu'est-ce qui a été offert, l'appétit français. Bon, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a fait notre boulot d'export sur le début de campagne. On a fait 8 millions très très rapidement. On voit qu'aujourd'hui, le marché physique français est un peu au ralenti. On sait peut-être qu'on est un peu cher, peut-être qu'on n'ose pas, mais en tout cas, une offre française face à un certain nombre important quand même d'offres russes, ça exprime très clairement l'état du marché actuel, je trouve. Un peu de météo, Clara? On voulait faire un point assez approfondi sur ce qu'on appelle le weather market, donc marché de la météo, parce que c'est ce qui aujourd'hui régit en grande partie la partie fondamentaux du marché en blé, puis sur les autres cultures aussi. Donc déjà, premier point, les blés en Russie, donc aujourd'hui ils en sont au même stade que nous, hein, ils ont semé leur blé d'hiver. Donc globalement, ils sont semés dans de bonnes conditions. Même si ici, donc, vous voyez les réserves en eau des sols sur les différentes régions de culture, et on voit que dans le sud, donc une des plus grosses zones de blé d'hiver russe, il y a un vrai déficit hydrique. Donc s'il pleut pas d'ici quelques jours, semaines, mois, ça risquerait de vraiment impacter les rendements et il risquerait donc de ne pas avoir les productions quasi records estimées pour le moment. Donc ça, c'est un des points à surveiller dans les jours à venir. Si on regarde aux USA, donc pareil, ici, vous avez la carte de l'état des sols, de l'humidité des sols aux États-Unis. Donc on voit que toute la partie ouest est annoncée comme sèche à très sèche, donc toute la partie rayée en rouge, qui correspond à une grande partie de la production de blé d'hiver. Donc pareil, qui sont dans des conditions pour l'instant déjà pas terrible parce qu'il y a eu une vague de froid, je ne sais pas si vous en rappelez, on en avait parlé plusieurs fois dans les strates info, une vague de froid qui est venue dégrader les blés. Aujourd'hui, il y a 20% des blés à peu près qui sont considérés comme dans de bonnes à très bonnes conditions de culture, mais ce sec pourrait venir dégrader les cultures si, pareil, c'est toujours pareil, hein, s'il n'y a pas de pluie avant le printemps. Juste un chiffre qui est sorti aujourd'hui, même cet après-midi, sur les blés US. Donc, c'est les surfaces de blé US estimées pour la récolte 23. On est à 19,8 millions d'hectares contre 18,2 qui ont été semés l'année dernière. Donc ça vient aujourd'hui alourdir un petit peu le marché des blés pour la récolte prochaine. Si on continue donc avec plus près de chez nous, l'Europe, on a sur cette carte, et encore pareil, c'est à peu près pareil dans tout l'hémisphère nord, de la sécheresse sur une grande partie des États producteurs. On voit aussi qu'il y a une sécheresse qu'on peut voir sur cette carte sur la partie Afrique du Nord, donc qui, eux, ça fait 3-4 ans qu'ils ont des temps ultra secs et qu'ils ont des cultures des blés avec des rendements très très bas. Donc encore cette année, ça s'annonce être la même chose et donc ils vont être aux achats. Eux, ils vont être aux achats, mais nous, on va galérer à produire. Sauf s'il pleut. À noter qu'aujourd'hui, en Europe, les blés sont globalement magnifiques. On a des bonnes importations, on a beaucoup de pieds. Les blés sont beaux. Donc, s'il pleut, on pourra vraiment faire des bonnes récoltes. Malgré tout, on nous annonce de la pluie et il n'y en a pas assez pour le moment. Et d'ailleurs, si on se concentre un petit peu plus sur la France, ici, c'est un petit visuel qu'on a bien aimé.
enfin qui est parlant plutôt, qui montre depuis août 2021 que finalement chaque mois on a eu des déficits hydriques. Donc sur 20 mois représentés, il y en a eu 4 où on a réussi à avoir un peu plus de pluie que la normale. Mais globalement, on a accumulé énormément de déficits en eau. Donc il va falloir beaucoup de pluie pour réalimenter toutes nos nappes et toutes nos réserves hydriques. Et puis dernier point important, la partie Asie. Donc déjà en Chine, on n'a pas mis de visuel, mais à noter que c'est le premier producteur mondial et aujourd'hui tout va bien pour leur culture et ils semblent avoir une récolte habituelle. Donc ils vont pas forcément venir aux achats pour compléter leur manque plus que d'habitude, du moins. Par contre, en Inde, donc deuxième pays producteur, ils vont récolter entre 103 et 112 millions de tonnes là. Ils sont pas énormément à l'export, ils consomment pratiquement tout. Néanmoins, il y a une vraie question là-dessus parce que aujourd'hui les blés sont en fin d'épiaison et en maturation et ils annoncent du chaud qui pourrait venir impacter ces rendements. Donc pour l'instant, l'Inde annonce une récolte exceptionnelle. À savoir que l'année dernière, ils avaient fait cette annonce de récolte exceptionnelle et puis quelques mois après, ils ont dit finalement on coupe tous les exports parce qu'on n'a pas assez de production pour chez nous. Donc ils sont déjà venus pour agiter les marchés. Est-ce qu'ils vont revenir cette année en agitant les marchés? Ils seront à surveiller dans tous les cas. C'est bon, tu veux ajouter quelque chose? On va essayer de faire une conclusion sur le blé. Quelques éléments. En termes de conclusion, on aurait pu faire une balance avec ce qui pourrait faire monter, ce qui pourrait faire baisser. Bon, on a mis tout simplement ici le blé en continu, donc depuis 2005, hein, tout à fait à gauche ici, avec les pics que vous connaissez, la guerre, le record atteint, et aujourd'hui un blé donc qui vient de clôturer à 283 sur le mars et le mai. Qui est certes largement au-dessus des historiques qu'on peut connaître, mais qui forcément a beaucoup baissé par rapport à ce qu'on a connu récemment et qu'on a clairement en tête, hein, et qui nous tient à cœur. On se dit, ben, j'ai avancé mais pas assez. Bon voilà, beaucoup de regrets qui peuvent s'opérer. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que on est au-dessus de l'historique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on commence à poser quelques charges pour 23, on se dit que ce prix est bien et il faudrait qu'il reste par là. Aujourd'hui, clairement, on a un marché. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est clairement un marché qui attendait l'arrêt du corridor. C'est pour ça qu'on avait parfois une décorrélation entre le marché physique et le marché Euronext. On avait un marché Euronext qui se tenait plutôt pas mal et un marché physique qui, des fois, se cherchait un peu. Hier, le discours de Poutine n'a pas confirmé l'arrêt du corridor. D'ailleurs, on est passé dessus peut-être un peu vite tout à l'heure, mais on pense qu'il y aura probablement un maintien. En tout cas, à l'heure actuelle, on peut imaginer qu'il y a un maintien du corridor parce que lui a besoin d'exporter aussi. La Russie a besoin d'exporter. Donc il y a des chances quand même qu'il laisse ça en place. Donc ça veut dire que le marché attendait ça et ne l'a pas attendu. Et l'écart qu'on avait dont parlait Clara tout à l'heure, les 22 à 25 euros de décalage, alors, on en a purgé déjà une grosse partie hier et avant-hier. En 2 jours, on a perdu 15 euros sur le blé. Et il y a une grosse partie de ça. Donc aujourd'hui, on repasse au-dessus des 2,80 sur le rapproché. Si on devait se mouiller un peu, peut-être qu'on ne se mouille pas assez, mais cette fourchette, alors 2,70 qui est, si on fait un retracement de Fibonacci sur l'ensemble de l'historique du blé, on retrouve quand même en plus le 50% de ce retracement, qui est un point un peu plus important que les autres et qui correspond au haut de tout l'historique, pourrait nous faire un point bas à 270. Et on a une première résistance qui s'opère assez vite à 312, sachant qu'il y a un 300 de résistance psychologique. Donc, avec ces éléments, corridor, pas corridor, sec, pas sec, pluie, aujourd'hui le blé européen est magnifique, s'il pleut pas, c'est cata. On a vraiment dans la balance, tout est possible et son contraire également. Donc,
moi, mon avis aujourd'hui, hein, notre avis, pardon, c'est que on pourrait rester avec peut-être un peu de volatilité, mais on pourrait probablement rester dans cette fourchette 270, 300, 310 quelque temps. Si on regarde sur de la récolte 23, ce qui va nous concerner un petit peu plus, même s'il y a encore un peu de 22 à faire, on voit on a tracé ce rectangle rose-orange ici qui va servir de support, on retrouve la guerre ici, qui a été significatif ici, qui a servi de support sur toute cette période, qui a de nouveau servi de support ici, même s'il a été cassé là, et on revient dessus. Donc, soit on arrive à rester par là et on se balade entre 280 et 300, soit Poutine nous fait quelques misères et on pourrait malgré tout retomber, je pense, sur ce trait ici de 160. On parlait de 270 tout à l'heure sur le continu. Donc un 260, 300, 310 n'est pas du tout incohérent pour les semaines à venir. En conclusion de la conclusion, sur le maïs, on a vu tout à l'heure, moins tendu que ce qu'on avait au mois de novembre. Donc attention quand même à ça, notamment lié à la conso. Notre stratégie qu'on positionne de temps en temps sur la lettre d'info, c'est 80 à 100% vendu sur la R22. Beaucoup de clients ont déjà très avancé sur la 22. Il y avait un positionnement de R23 qui correspondait notamment à la couverture des engrais qui avaient été achetés, hein, pour des engrais achetés chers, mais qui avaient été couverts par du blé qui était autour des 300, entre 250 et 300, enfin pas 280 et 300 euros, pardon, qui permettait clairement d'assurer cette couverture. Et là, R24, on a quelques positions d'achat qui se sont faits sur les engrais. On reviendra en fin de webinaire dessus. Donc, peut-être positionner un tout petit peu clairement d'engrais pour couvrir ici ce blé. Donc, stratégie du blé, hein, clairement, pour conclure avec le blé. Et on passe sur le maïs. Donc maïs, on a commencé par ce bilan mondial. Donc vous voyez, avec nos petites flèches grises et noires qui se superposent, on est à peu près sur le même esprit de marché en termes de tension sur le marché. Donc un peu tendu parce que conso supérieur à la production au niveau mondial, avec des rendements qui ont été assez moyens partout autour du globe et notamment dans l'hémisphère nord. Et puis qui s'est encore plus tendu avec les derniers chiffres de l'USDA que vous pouvez voir sur ce graphique, enfin sur ce tableau en haut à droite, moins 4,5 millions de tonnes de production pour moins 3 de conso. Donc ça fait encore un delta de 1,5 en plus que ce qu'il y avait sur les estimations précédentes. Donc un marché quand même qui reste tendu aujourd'hui. Donc ça explique aussi pourquoi les prix se maintiennent sur notre primatif. Juste un point sur la conso, on voulait profiter de cette slide pour vous parler de ça. La grippe aviaire qui aujourd'hui vient peser vraiment sur les marchés avec des cas qui sont recensés en Amérique latine. Donc à savoir que l'Amérique latine est quand même un continent gros producteur de volailles notamment. Aujourd'hui, il y a des cas en Argentine, des cas en Uruguay, Paraguay, etc. Le Brésil est en état d'alerte maximum. Donc ça commence à inquiéter vraiment le marché parce que là-bas, ils consomment énormément d'aliments pour bétail, donc de céréales. Si on essaye de se projeter comme le blé, on va commencer par un point météo mondial. Le premier point, on va commencer par se regarder nous-mêmes et regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, un mois sans pluie sur la plupart de la France, pour quasiment dire même sur l'Europe, hein, très très peu de pluie sur l'Europe. On l'a vu tout à l'heure, un déficit qui date d'août 21, des nappes qui ne se sont pas rechargées, peu de neige dans les montagnes. Donc c'est vrai que la situation peut très très vite changer et peut très vite s'améliorer, mais aujourd'hui elle commence à être quand même un peu inquiétante. Avec donc ce point France et Europe très très sec, on passe un peu vite, mais c'est quand même le point qui va être critique très rapidement. Sur les US, les surfaces annoncées cet après-midi par l'USDA en hausse, grosso modo, d'1 million d'hectares, hein.
notamment par rapport au ratio en fait maïs-soja. Les farmers américains ont pour habitude de diviser le prix du soja par le prix du maïs et le ratio de référence, c'est 2,5. Donc si ce ratio est supérieur à 2,5, ils ont tendance à prioriser le soja. S'il est en dessous de 2,5, ils priorisent le maïs. On a en l'occurrence l'USDA cette année qui nous dit ils vont monter un peu le maïs. On verra tout à l'heure qu'il ne baisse pas pour autant le soja, mais on a un maïs qui ne va pas baisser. On aurait pu imaginer qu'au vu du prix du séchage, du gaz, de l'engrais, de l'azote, tout ça, pour l'instant, l'USDA nous dit les Américains ne baisseront pas la production de maïs. Sur le Brésil, donc on a une récolte du soja qui est en cours. Ils sont en train de semer les maïs, à part qu'il y a des pluies actuellement, et pas mal de pluies qui les gênent aussi dans la logistique, hein, pour exporter le soja, les amener sur les ports pour exporter à l'international. Ils ont beaucoup de routes qui ne sont pas goudronnées, et on voit des files de camions qui sont plantés sur des chemins de terre et qu'ils essayent de sortir avec des tracteurs. Donc c'est compliqué pour la logistique. C'est aussi compliqué du coup pour les semis. Et ils ont aujourd'hui beaucoup de retard sur les semis de maïs, sachant que pour eux, derrière, en termes de météo, il devrait venir du sec, du froid et du sec, et que la date optimale, pardon, est au 20 février. Et aujourd'hui, on est le 23. Donc, il n'y a rien de catastrophique pour l'instant, mais tous les jours qui vont passer à partir de maintenant, tout le retard qu'ils vont prendre sur les semis de maïs peuvent entraîner une baisse potentielle de production. En tout cas, plus les jours vont passer et plus un record risque d'être compliqué à atteindre. Et ça représente 2% de la récolte mondiale. Le sec, pour finir, le sec sur l'Argentine, hein, on a mis ici une photo de maïs, on trouve les mêmes en soja avec des sojas qui sont morts actuellement sur l'Argentine avec des chaleurs très très sèches. Vous avez vu aussi sur le Chili des feux qui sont des feux de forêt, de plantes qui sont assez souvent. Il y a du gel aussi, donc assez compliqué cette météo sud qui a été apporté jusqu'à maintenant par La Niña. Donc La Niña, c'est de la pluie en Australie, du sec en Argentine, et les modèles météo donnent une tendance d'inversion de La Niña vers El Niño pour les mois à venir. El Niño, c'est juste l'inverse, c'est de la pluie ici, et c'est du sec sur l'Australie. Donc pour l'instant, ce n'est que statistique, voir si c'est plutôt possible ou pas. Mais oui, El Niño est en train de se mettre en place et pourrait éventuellement apporter du sec, c'est encore loin, mais apporter du sec sur la future récolte de blé de l'Australie. Ça fera partie des points à surveiller de près. Un petit focus sur la production de maïs brésilien. Donc, ce que disait Olivier, c'est qu'il y a deux, il y a deux récoltes sur une année, enfin trois, mais une toute petite qui n'a pas beaucoup d'impact. La récolte qu'ils sont en train de faire en ce moment, donc c'est les 25 millions de tonnes de la campagne 21-22 et 26 millions de tonnes de cette année, donc on gagne quand même un petit peu. La récolte qui va plus nous intéresser parce que plus grosse en quantité, d'une part, et puis parce qu'elle arrive en même temps que nos maïs français, donc en fin d'été, c'est la récolte 2, la safrina, qui représente 96 millions de tonnes cette année, ou 95 millions de tonnes selon les estimations. Mais globalement, c'est 10 millions de tonnes de plus que l'année dernière. Donc le Brésil devrait arriver avec une grosse récolte qui va venir alourdir le marché. Si tant est qu'ils arrivent à finir de semer, mais même s'ils sont en retard, c'est pour l'instant plutôt dans le bon sens. Juste pour remettre dans le contexte, le Brésil est le deuxième plus gros exportateur mondial cette année. Ils sont passés devant l'Argentine et ils rejoignent presque les États-Unis. Donc l'année prochaine, ils devraient prendre encore plus de place avec une récolte encore plus grosse, donc des exports plus importants. Et à noter sur ce graphique aussi l'Ukraine. Donc c'est juste une courbe, on a vu plus en détail tout à l'heure, mais l'Ukraine qui a quand même chuté au niveau des exports de maïs, qui devrait chuter encore l'année prochaine avec une récolte qui s'annonce encore plus petite, même si cette année, finalement, ils ont été au même niveau que 2017, 2015, 2016, 2017. Donc ils n'ont pas non plus été inexistants sur le marché cette année.
On peut juste noter, profiter de ce graphique, hein, voir une tendance quand même en hausse pour le Brésil et l'Argentine, pardon, sur ces dernières années, alors que les États-Unis, alors avec beaucoup de variations, mais on a la tendance que les États-Unis sont un peu sur un plat en termes d'export. Alors on sait qu'ils produisent plus, mais il y a aussi l'éthanol qui en consomme beaucoup, donc pas plus d'export de la part des États-Unis. Par contre, Amérique du Sud qui continue de croître leurs exportations. Pour conclure sur le maïs, on a essayé de faire la même approche. Alors, on n'a pas mis de courbe sur des échéances plus détaillées parce qu'en fait, il y a assez peu de liquidité sur le maïs, hein, comme toujours. On aurait pu prendre le mars, bon, vous le connaissez, et au-delà du mars, notamment sur de la 23, il y a assez peu de liquidité. Donc, on a juste voulu refaire la même chose que sur le blé, prendre le continu depuis 2007 ici avec les mêmes pics qu'on a connus sur le blé, un grand calme plat autour des 170 € de moyenne, hein, sur toute cette période-là. Et aujourd'hui, on est rendu clôture à ce soir à 2,95, donc 10 €, 12 € plus cher que du blé, hein. On l'avait écrit dans les 2-3 dernières Stratinfo en disant il y a des chances que le maïs passe au-dessus du blé. C'est chose faite, c'est des choses qui se voit pas très souvent sur l'histoire du matif, qui se voit de temps en temps. C'est pas logique puisqu'il y a de la protéine dans le blé, il n'y en a pas dans le maïs, mais on voit quand même que on a cette tension sur le maïs qu'on a un peu moins sur le blé. Et du coup, aujourd'hui, on a un maïs qui est entre 270 et 300, finalement les mêmes valeurs que le blé. Donc les deux vont être assez étroitement liés. On est au-dessus de tous les plus hauts historiques. Euh, Revenir sur ces niveaux, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de fondamentaux. Rester sur cette zone 260-300 paraît pas aberrant pour l'instant. Et pour conclure, avec ce marché qui s'est un tout petit peu détendu, mais assez peu finalement, on est toujours sur minimum 50 à 60% vendu sur la 22, pardon. Il y avait un tout petit positionnement sur la 23. Et là, on avait mis couverture en grès, mais il n'y a quasiment pas d'offres urées qui ont été faites sur la R24, donc inexistant sur la R24. Et puis, il est quasiment impossible aujourd'hui de trouver de marché d'acheteurs sur du maïs. Ça existe, mais ça court pas les rues. Si on se projette sur les huiles assez rapidement, Donc un petit point météo qui, comme pour toutes les cultures, on commence par le colza. Donc là, on n'a pas mis de figures et de photos, tout simplement parce que sur les 3-4 principales zones de production, Canada, Europe, Ukraine et puis Russie, tous les colzas sont bien implantés et sont dans des bonnes conditions de culture. Le seul petit point à surveiller, c'est que ils sont tellement dans de bonnes cultures, dans de bonnes conditions, qu'ils sont bien développés. Donc, vous le voyez sûrement dans vos champs. Et s'il vient à venir une vague de froid, ça pourra forcément impacter nos colzas. Donc pour l'instant, c'est pas annoncé. Donc c'est vrai que ça reste très théorique, mais c'est à surveiller. Donc là, on a voulu plutôt se concentrer sur ce qui va changer donc, pour le soja. Donc les surfaces soja qui sont inchangées aux États-Unis, donc c'est les chiffres d'aujourd'hui. On surveillait ça de près, finalement, on arrive à un constat que ce sera comme l'année dernière, donc assez peu d'impact finalement. Pour l'Argentine, par contre, on a une production annoncée à 35 millions de tonnes. C'est la plus petite production depuis 5 ans. On revient à des niveaux de 2017-2018, donc des niveaux historiquement bas quand même. Donc vous voyez directement sur ce graphique. Pourquoi? À cause du sec qui a globalement détruit tous les colzas, les sojas, pardon, les sojas qui étaient dans de pire en pire conditions de culture. Aujourd'hui, on est à 7% de soja qui sont dans de bonnes conditions et presque 60% qui sont dans des mauvaises conditions, à très mauvaises conditions. Donc le rendement est annoncé assez mauvais. Dernier point donc au Brésil où ils sont en train de récolter. Donc Olivier en a déjà parlé, ils sont en retard de récolte, ça gêne les semis de maïs. Aujourd'hui, dès qu'ils peuvent, ils mettent, comme vous le voyez sur cette photo, les moyens pour récolter au plus vite leur soja. Donc ils sortent toutes leurs machines pour aller le plus rapidement possible.
Et le résultat de ça, c'est qu'ils vont arriver avec une récolte record pour cette année, entre 152 et 153 millions de tonnes estimées pour la récolte qui est en cours, contre 125 millions de tonnes l'année dernière. Donc ça vient forcément alourdir le marché des oléagineux aujourd'hui. Tant qu'on est sur les oléagineux, on a représenté sur le graphique que vous avez ici. Donc, vous allez retrouver en bas en jaune la référence mondiale, hein, malgré tout, l'huile de palme, qui avait beaucoup perdu durant l'été, qui s'est stabilisée, même si elle a encore tendance à perdre un peu. Ensuite, vous allez retrouver un duo, j'allais dire, hein, de colza et de tournesol qui est autour des 1100 euros. Et la plus chère et celle qui a mis le plus de temps à baisser, que vous retrouvez en vert ici, c'est l'huile de soja. Et l'huile de soja, pourquoi c'est la plus chère aujourd'hui? Notamment pour les éleveurs le savent très bien, c'est qu'on a un tourteau de soja qui était très demandé à travers la France, notamment par la Chine qui s'est donné les moyens de remettre sa production porcine vraiment en route. Vous avez peut-être vu passer le fameux immeuble de 26 étages et les 650 000 cochons dedans. Donc il faut forcément des tourteaux pour alimenter. Et donc les tourteaux ont énormément tiré avec des prix au plus haut de l'historique, autour des 500 dollars le boisseau, c'est 1 centime de dollar le boisseau, et donc ont vraiment tiré et ont permis donc à l'huile de soja de rester un peu plus chère que l'ensemble des huiles. Si on prend les marges de trituration, donc on va retrouver ici le tournesol 22 et le tournesol 23, donc on est sur une échelle on va dire autour de 100 euros la tonne de marge pour les triturateurs. Donc le tournesol a été quasiment au-dessus jusqu'au mois d'octobre. Il a plongé ensuite. Si on prend le colza, c'est un peu plus aléatoire, avec notamment une période ici sur le colza 22 où il était probablement très proche de zéro. Attention à ces marges, on est sur du spot. On prend des prix à un instant T, alors que les triturateurs, ben, bien sûr, achètent et font un prix moyen en fonction de leurs achats. Mais ça, c'est trop compliqué à voir aujourd'hui. Donc, on est sur du spot, donc avec l'erreur qui va avec. Mais on voit que globalement, aujourd'hui, on est sur des marges de trituration avec un coût de l'énergie qui a forcément augmenté, qui sont tout à fait correctes. Donc, ce n'est pas, en tout cas, les marges de trituration qui devraient poser problème dans les semaines à venir. Si on prend le point qui est peut-être le plus important, alors on va commencer par le graphique de droite, ici avec la Russie et l'Ukraine en termes d'huile, et notamment on voit la baisse assez énorme de vente d'huile de tournesol. Et on va revenir à ce graphique ici à gauche, et notamment ce trait gris, pardon, ici, qui est ni plus ni moins que les exports de graines de tournesol. Et vous voyez qu'on est passé, grosso modo, de 200 000 tonnes d'exportation par an de graines de tournesol à aujourd'hui 2,5 millions, sûrement même un peu plus, parce que ce chiffre a déjà quelques semaines, 2,5 millions. Donc on voit que les Ukrainiens ont beaucoup de difficultés à triturer leur tournesol. Donc au lieu de vendre de l'huile, ils vendent des graines. Et ça nous inquiète quand même assez pour l'avenir, et notamment pour le prix du tournesol, puisque on sait aujourd'hui que les Ukrainiens ont de grosses difficultés de trésor, ont beaucoup de mal à trouver tout ce qu'il faut et surtout à l'acheter, parce qu'un blé aujourd'hui ukrainien vaut grosso modo 150 dollars des parts fermes, donc ça ne leur permet pas de gagner de l'argent avec ça. Et du coup, le maïs va être compliqué à mettre en place, notamment lié au prix des engrais. Donc le risque, c'est qu'ils fassent beaucoup de tournesol. Donc s'ils font beaucoup plus de tournesol et qu'au lieu de le triturer, ils nous le mettent sur le marché sous forme de graines, attention au prix du tournesol. Si on revient juste sur le colza et qu'on le met en format graphique continu, hein, comme on a fait avec le blé tout à l'heure, on a un historique 2000
5 jusqu'à aujourd'hui, un historique autour en dessous des 400 euros, on va dire, le pic qu'on a connu. Et aujourd'hui, on va clôturer ce soir à 545 euros. On a bien baissé, 5-6 euros aujourd'hui. On flirte avec les 550. Alors, on ne le voit pas sur le graphique parce que c'est écrasé, mais on flirte avec les 550. Là aussi, comme le blé et comme le maïs, c'est pour ça qu'on a souhaité le mettre en continu, on voit qu'on reste malgré tout, malgré toute cette baisse, on reste malgré tout au-dessus des historiques, en blé, en maïs, en colza. On avait une période de concentration ici. Donc, pour l'instant, le colza a beaucoup perdu. Il a un risque par rapport à la concurrence du canola. Il a un risque par rapport à la concurrence du tournesol à venir, comme on vient d'insister assez lourdement sur l'Ukraine. Pour l'instant, on peut imaginer qu'il se tasse entre 5 et 600 euros. Ça fait une fourchette un peu large, mais autour de 550 euros. Il semble s'être positionné pour l'instant là et il pourrait probablement y rester. Les fondamentaux sont assez compliqués pour remonter. Si on redescend, le problème, c'est que le palier est très très haut. Et si on prend graphiquement, bah, on revient aux 400, quoi, hein. Et 400 aujourd'hui, avec les charges qu'on a, c'est juste pas possible. C'est juste pas rentable. Donc sur le colza, R22, c'est vendu depuis assez longtemps. Une 20-30% de vendus. L'idée, c'est de faire attention. Le colza, compliqué à produire, donc on n'avance pas trop. Et sur le tournesol, on est vendu à 100% sur la 22 et on a essayé de bénéficier de quelques prix qui étaient autour des 600 à une période pour avancer un peu. Beaucoup encore n'ont pas vendu. On va essayer de retrouver des éléments pour re-avancer là-dessus. Tant que c'est pas semé et tant que c'est pas levé, c'est assez compliqué. Ah oui, mon bichon. Voilà pour tout ce qui était focus sur les grains et puis sur les R22, R23. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas. Alors, il y avait juste une question sur les parts de marché du blé. Quelle est la part de marché nationale et internationale pour le blé français? On l'a vu dans le graphique des exports. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais alors après, l'autre chiffre de réponse que je peux faire, c'est que l'Europe représente 135 millions de tonnes de blé sur un global à 780, hein, grosso modo, un global mondial, mais avec l'Inde et l'Égypte qui pèsent chacun 100 millions de tonnes. Donc assez compliqué. Après, on l'a vu sur notre environnement, on a prévu de faire 10 millions de tonnes d'export. C'est ça qui est important. Ça répond pas précisément à la question, mais je pense que le graphique des exports tournait un peu autour de cette question. La question était avant, donc voilà. Je pense que ça un point assez dans les tendances du moment, on va dire, point engrais. Donc là, on vous a déjà, pour remettre dans le contexte, mis le prix du gaz en vert clair, corrélé forcément au prix de l'électricité européenne, en bleu. Et puis au-dessus, le prix de l'urée FOB-NOLA, donc aux USA, pour se rendre compte de la corrélation entre coût du gaz et puis coût des engrais. Donc on voit qu'à chaque pic de gaz, on a eu un pic du coût de l'urée américaine. Malgré tout, les pics ne sont pas forcément proportionnels avec des gros pics. Donc là, je vois, c'est trop petit pour les dates, mais en 2021 et puis à mi-2022, il y a eu des énormes pics des coûts d'engrais que vous avez aussi connus sur les marchés français, forcément. Et puis là, le dernier pic du gaz qu'on a connu à peu près 350 euros le mégawattheure. Le pic était finalement moins important sur les prix d'engrais. Donc, il y a une vraie adaptation des offres engrais qui n'est pas directement corrélée, donc qui n'est pas que liée finalement au prix du gaz. Donc, il y avait aussi ce petit point-là important. Deuxième point important sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le prix du gaz stagne depuis maintenant plusieurs semaines aux alentours de 50 euros les mégawattheures. Et donc, c'est au-dessus de l'historique qui était à 5-20 euros. Et puis là, ça semble stagner. Donc, ça descend plus trop, voire plus du tout. Donc, ça pourrait être une valeur qu'on pourrait voir sur le moyen-long terme et sur laquelle il faudrait s'habituer. Et le Nola, les pics urée-Nola, on voit qu'aujourd'hui, la valeur 317, urée-Nola FOB,
Bon, c'est pareil, pour l'instant, on a une baisse qui est réelle. Est-ce que ça va continuer ou pas? On va assez vite le savoir. Ce qu'on voulait vous présenter assez simplement sur les engrais, sur cette page, vous allez retrouver deux choses. On va peut-être commencer par le carré tout simple en bas. Ce sont des prix. Ce sont des prix qu'on arrive à croiser. Aujourd'hui, vous avez une première valeur qui est pour ceux qui n'auraient pas fini d'acheter leur azote 23. Alors, ce sont des prix de départ Rouen, vrac pour l'ensemble des produits, hein. On est autour des 400 sur la solution azotée, 425 sur l'urée, 500 sur l'amont 33,5 et un peu moins de 800 sur le DAP. Bon, ça, ce sont quelques prix pour de l'immédiat. Aujourd'hui, sur de la 24, on n'arrive pas à croiser grand-chose d'autre que de la solution azotée. Il y a quelques offres qui se sont faites, hein. La campagne a démarré à 450 pour faire simple, et on est descendu d'une centaine d'euros sur 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, c'est que il y avait toujours des offres plus basses. Tous les jours qui passaient offraient 10 euros de mieux. Là, ça fait quelques jours qu'on ne descend plus. Est-ce que c'est le point bas de la campagne? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, de la période dans laquelle on est. Il se pourrait, on avait mis cette flèche baissière ici sur la strate de ce matin, de hier ce matin, et peut-être qu'on est arrivé, on voit qu'on pourrait peut-être être arrivé au point bas. Donc pour ceux qui n'ont pas commencé à acheter de la solution azotée 24 et qui voulaient commencer à se couvrir un peu, ce prix semble être peut-être un point bas, en tout cas pour la période dans laquelle on est. Ce graphique-là, vous l'avez vu dans la Strat Info, c'est la première fois qu'on le mettait. Ce qu'on voulait essayer de transparaître là-dedans, c'est j'achète de la solution azotée, je vends du blé. On voit, si on prend, alors les bâtonnets verts représentent quelque part mon pouvoir d'achat, c'est le prix de vente du blé moins le coût de revient, enfin moins les charges finalement hors azote, hein, toute charge hors azote, donc on a calculé à 205-210 euros de la tonne. Donc on a ici le pouvoir d'achat finalement en vert et le coût de l'unité d'azote qui est sur ces traits. Donc clairement, quand on n'a pas beaucoup de verre, ben, ça veut dire que la rentabilité est assez faible, assez courte. Quand ici, à l'inverse, on a un bâton vert qui dépasse largement, ça veut dire qu'on a un peu plus de souplesse. Et si vous vous souvenez, on n'a pas pris ce octobre 22 par hasard, hein. Ici, c'est le moment où les prix d'engrais étaient au plus cher. On avait de l'amont quasiment à 1000 euros, on avait 800 ou 850 sur l'urée et on avait 650 ou 700 sur de la solution azotée. Par contre, en face de l'engrais très très cher, on avait un blé à 310-320 euros natif qui permettait largement de couvrir ces achats. Donc ce qu'on essaye de présenter ici, c'est le rapport entre mes charges globales et le prix du blé et ce que me coûtent mes unités d'azote. Et on voit que sur le démarrage de campagne, on avait une solution azotée sur les premières, donc à 420-430 euros, et un blé qui valait à peu près ce qu'il vaut aujourd'hui. Et c'est heureusement qu'on a un blé qui s'est repris un peu, notamment ici, et une solution azotée qui a eu tendance à baisser. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire que là, on a un prix qui est finalement abordable, puisque si j'achète mon azote et que je vends du blé R24, hein, on est d'accord, décembre 24, ça me permet de finalement m'assurer une rentabilité, pas très importante, mais une rentabilité. Et je ne suis pas dans une situation où je suis finalement à perte. Voilà ce qu'on voulait montrer sur ce graphique et on va le suivre. Alors peut-être qu'on ne le mettra pas toutes les semaines, mais on le mettra très régulièrement sur notre lettre d'info. Pour conclure sur les engrais, pour essayer de vous prendre le moins de temps possible, on est passé d'un marché qu'on nous vendait comme extrêmement tendu et qui a été tendu, très tendu à un moment avec le coût de l'énergie, des usines qui ont fermé, des usines qui tournaient au ralenti, très peu de production. On nous affirmait qu'on n'aurait pas de marchandises pour le printemps. Finalement, tout s'est redétendu parce que quand les énergies ont baissé, les usines en Europe ont pu remettre en production. On a globalement
un marché donc du coup qui s'est détendu, qui n'est pas lourd pour autant, qui aujourd'hui, je dirais, est à l'équilibre. Les prochains éléments qu'il faut surveiller, on vous en a déjà parlé, c'est les achats des Indiens qui ont lancé un appel d'offres qui est en cours sur de l'urée. Donc attention à ces éléments en fonction de la quantité, du prix et de à qui ils l'ont acheté. Ça peut mettre quand même pas mal de mouvements sur le marché, notamment le marché de l'urée. Donc aujourd'hui, au vu de l'historique et où est-ce qu'on en est? Bon, R23, 100% acheté, il y a des semaines et des semaines, je pense que on l'écrivait. Ceux qui ont attendu pour finir quelques petites couvertures, eh ben, finalement ont bien fait, mais c'était quand même pas du tout gagné d'avance, acquis d'avance au départ. Sur la 24, on a commencé à acheter un petit peu de solutions azotées sur les prix actuels, autour de 350, on va dire. Départ pour commencer à acheter un peu sur les céréales en vendant quelques céréales décembre 24. Sur les maïs, l'urée pour les maïs 23 est acheté. Sur la 24, ceux qui font un peu de solutions azotées ont pu acheter. Bon, les 10%, c'est à condition de trouver. De l'urée, on n'en croise quand même pas tous les jours, voire pas du tout. Donc, un peu plus compliqué ici. Voilà, donc sur les engrais, sur l'azote notamment, la campagne va être encore très très longue. Ce qu'on sent quand même, c'est qu'on nous annonce un pétrole entre 80 et 100 $ pour les mois à venir. Le gaz, on sent qu'il s'essouffle, que la baisse s'essouffle autour des 50. Il trouve un point bas, donc il se pourrait quand même que on reste globalement tendu. Il ne faut pas oublier aussi que pour l'instant, même si elles ont baissé, le prix des graines, le prix des céréales est élevé. Donc les pays producteurs dans le monde entier ont envie de produire, puisque ça reste cher. Donc s'ils ont envie de produire, ils ont besoin d'azote. Donc la consommation d'azote risque quand même de rester assez élevée. Et donc, faut se souvenir, on l'a déjà dit, je me répète un peu, mais l'Europe, la France pèse pas grand-chose dans le marché des engrais. L'Europe n'est parfois pas prioritaire et il y a d'autres bassins mondiaux qui sont capables à certains moments d'acheter un peu plus cher que ce qu'on est capable d'acheter sur l'Europe. Voilà. Donc au global, pour l'instant, on a un équilibre qui se crée. On peut perdre encore, oui, mais quelques tensions en Ukraine, des céréales qui remontent et les engrais peuvent repartir aussi vite qu'ils ont baissé. Voilà pour les messages qu'on voulait vous faire passer globalement, à savoir qu'on espère que demain, pour l'anniversaire de la guerre, Poutine ne va pas tout remettre à l'envers. Ça reste quand même le point majeur qui peut tout chambouler et réapporter énormément de volatilité sur ces marchés déjà bien volatiles. Donc malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas prévoir, mais avec lequel il faut réussir à faire de la gestion du risque au maximum. Voilà, c'est le message qu'on vous passe. Beaucoup de couverture, notamment sur la partie achat d'engrais. Pour nous, c'est vraiment un point clé aujourd'hui. Et puis, si on peut faire un point un peu plus global, bien recalculer tous vos coûts de revient et puis profiter des prix qui sont aujourd'hui potentiellement rémunérateurs pour la plupart d'entre vous pour commencer à se couvrir ou à surveiller bien de près tout de R22, R23 et voire R24. Tout à fait. On travaille avec pas mal de clients actuellement sur les coûts de production. On fera une communication assez rapidement justement sur ce qu'on constate. Ça ne sera pas votre exploitation, mais sur ce qu'on peut constater aujourd'hui, notamment sur la 23. Et ça vous fera peut-être une comparaison avec ce que vous aurez trouvé et qui permettra aussi d'axer la suite de la campagne. Sur 23, il reste tout à faire encore, beaucoup à faire. Voilà, donc pour pouvoir continuer toute cette campagne qui nous reste à faire. On en a terminé.